Je vais demander à Béatrice Mathieu, Pierre Gattaz, Charles Sterlings et Hervé Novelli de monter sur scène pour cette première table ronde sur l'avenir de l'optimisme. Je vous demande de les accueillir quand même. Je vais laisser Béatrice Mathieu les présenter. Je remercie Béatrice de l'Express de modérer cette table ronde. Je voudrais juste vous dire que l'année 2024 sera l'année des 15 ans de l'auto-entrepreneur. Et donc, je peux déjà vous annoncer que lors de la 7e édition des Rencontres de l'avenir, dans un an, nous ferons une séquence importante et très spéciale. Évidemment avec le père de l'auto-entrepreneur, qui s'appelle maintenant le micro-entrepreneur, mais nous ferons vraiment quelque chose de spécial pour commémorer les 15 ans de cette réforme qui est un modèle de réforme pour la France, puisque finalement ça s'est fait de façon, par rapport aux autres réformes en tout cas, sans drame majeur, je ne dirais pas discrète, mais enfin sans drame majeur, et ce sera très important que tu réexpliques la façon très précise, très concrète dont cette réforme s'est faite. On va dire les 15 dernières années et puis les 15 prochaines années. Voilà, donc je peux déjà vous annoncer que cet anniversaire des 15 ans de l'auto-entrepreneur sera commémoré comme il se doit ici. Voilà, je vous laisse et je te passe la main, Béatrice. Bonjour à tous, et bien ravi de vous retrouver ce matin pour une table ronde peut-être qui, compte tenu de ce que moi j'ai écouté les 2 jours de table ronde et de débat sur l'optimisme. Alors, pendant 2 jours, on nous a parlé de crise de l'éducation, de crise du logement, d'une géopolitique notamment évidemment aujourd'hui, mais 2024 extrêmement compliquée. Et malgré tout, il y a des raisons d'espérer. Et donc, on va parler de toutes ces raisons d'espérer, notamment pour la France, dans la table ronde qui commence. Alors, je remercie vraiment nos 3 invités d'être parmi nous ce matin. Donc, Hervé Novelli, ancien ministre, père, effectivement, du statut d'auto-entrepreneur. Pierre Gattaz. On ne vous présente plus, mais bon, quand même. Donc, vous êtes entrepreneur, maintenant vigneron, ancien président du MEDEF, chef d'entreprise. Et Charles Sterling, vous êtes créateur de contenu en finance personnelle, économie. Vous êtes suivi par 2 millions de personnes. Vous êtes une star sur TikTok, ce qui montre que sur TikTok, en fait, il y a des choses très intelligentes. Et vous êtes là, en chair et en os, parmi nous ce matin. Alors peut-être, je voudrais qu'on commence par vous, Pierre. Vous avez sorti il y a quelques semaines un ouvrage intitulé « Enthousiasmez-vous » avec un point d'exclamation à la fin. Est-ce qu'il y a des raisons vraiment de s'enthousiasmer aujourd'hui pour la France ? Oui, j'ai sorti ce livre parce que je trouve qu'on broie beaucoup du noir et d'ailleurs l'actualité est terrible, mais il faut garder l'enthousiasme, l'optimisme et pour un certain nombre de raisons, j'en ai au moins 10 en tête. D'abord, j'ai vu depuis 10 ans des réformes importantes qui ont été faites en France sur le plan économique, faites par un gouvernement socialiste. Je me suis dit, quand j'ai été élu président du MEDEF, c'était François Hollande qui venait d'être élu. J'aime pas les riches, j'aime pas la finance, j'aime pas les banques, c'était assez épouvantable. Et on s'est dit, oh là, ça va être terrible ce mandat. Et en fait, curieusement, ils ont pris conscience, avec beaucoup de pragmatisme et un certain courage. La politique de l'offre. La politique de l'offre. Ils ont fait le rapport Gallois. Ils ont constaté que les marges d'entreprise étaient faibles. Ils ont fait des réformes sur le plan fiscal. Le taux d'impôt sur les sociétés a baissé de 33 à 25%. Les réformes El Khomri sur le marché du travail. La loi El Khomri qui était très courageuse. Et dans ce livre, Enthousiasmez-vous, je cite quand même le courage de Valls, qui a été impopulaire et qui l'est resté d'ailleurs, en faisant des réformes, que Schröder en Allemagne ont fait en 2003. Schröder a fait des réformes aussi très impopulaire sur la retraite, l'assurance chômage, le droit du travail. Pendant 3 ans, il était extrêmement impopulaire, il a perdu les élections. Le chômage est resté pas bon pendant 3 ans. Et après, il y a eu un démarrage économique fulgurant que vous connaissez tous en Allemagne. Ça me rend optimiste. Le chômage est passé de 10,5% à 7% à la fin de mon mandat.
J'avais poussé un pins avec un objectif de 1 million d'emplois. Souvenez-vous, c'est possible à la condition qu'on fasse des réformes fiscales sociales. J'étais la huée, tout le monde me critiquait, etc. Je me suis dit, mais c'est important l'emploi, c'est fondamental. Et pour créer de l'emploi, il faut faire des réformes fiscales, sociales. Il faut que le pays devienne business friendly. Et tout ça a été fait par cette équipe, poursuivie par Macron. Et sur le plan économique, je dois dire que moi-même, en tant que patron, on rasait les murs en 2013-2014. On n'avait pas du tout confiance, on n'embauchait plus, on n'investissait plus, c'était horrible. Et en fait, on a retrouvé la confiance. Et moi, le premier, j'ai réinvesti en France, j'ai réembauché en France. J'ai vu l'image internationale de la France se changer aussi. On n'osait plus dire qu'on était français lorsqu'on allait dans des boards américains ou allemands. Tout le monde nous disait « Oh, mais pauvre gars, comment vous allez vous en sortir ?» Et en fait, tout ça m'a rendu optimiste. Alors, ce qui m'a plus, je finis là-dessus, ce qui m'a rendu très optimiste, c'est que l'entreprise et l'entrepreneur ont été réhabilités en France. J'ai croisé récemment, 3 exemples, j'ai croisé récemment Jean-Claude Mailly, de Force ouvrière, qui était quand même pas un libéral absolu. Et récemment, il m'a dit, je lui demande, qu'est-ce que vous faites, Jean-Claude, maintenant ? Il me dit, je suis entrepreneur. Il a créé sa start-up. Alors ça, c'est formidable. Jean-Claude Mailly créant sa start-up et être entrepreneur, j'ai halluciné. Arnaud Montebourg, avec lequel j'ai bataillé, je cite quelques anecdotes avec Arnaud Montebourg, qui découvre dans mon usine la mondialisation, le fait que j'ai des emplois en Chine, au Mexique, et il me dit, mais vous délocalisez, c'est affreux, Pierre Gattaz, etc. Alors je lui explique toutes les vertus d'une mondialisation vertueuse qui crée des emplois en France. Il est devenu entrepreneur, multi-entrepreneur. Et alors le plus extraordinaire, c'est j'avais un syndicat sud très dur, trotskiste à mort, etc., qui épouvantable, ça a été très très compliqué pendant des années. Et j'ai réussi à le faire partir. Il a créé sa boîte. Il est devenu entrepreneur et il est fier d'être entrepreneur. Alors vous voyez, ça me réjouit parce que je pense que culturellement, l'entreprise a été quand même réhabilitée. L'entrepreneur, le mot entrepreneur a été réhabilité. Et tout ça me dit qu'on peut aller vers le plein emploi. Et je pense que si on continue les réformes économiques, il faut continuer. Il faut mettre l'écran. Il faut continuer. Je pense qu'on peut vraiment aller au plein emploi. Et vous savez, si on réussit à faire que l'économie française se redresse, derrière, c'est un peu ma théorie des 3 P, Prosperity, People, Planet. Lorsque la prospérité économique est là d'un pays, on peut distribuer de la prospérité pour les hommes et les femmes et on peut s'occuper de l'environnement encore mieux. Parce que qu'est-ce qui fait que ça marche dans un pays, n'importe lequel ? C'est l'entreprise, c'est la plus belle communauté humaine après la famille et les amis. L'entreprise, c'est là où on crée la richesse de la France, c'est là où on crée l'emploi, c'est là où on crée l'intégration des minorités, on reviendra dessus, par l'emploi. Ça règle un certain nombre de problèmes. C'est là où on crée la recherche, l'innovation pour régler les problèmes de climat, d'environnement. C'est extrêmement vertueux. C'est là où on crée le PIB et le PIB par habitant. Lorsqu'on a compris, ou de gauche ou à droite, que l'entreprise, c'est l'élément clé du développement d'un pays, qu'elle soit toute petite ou toute grande, je crois qu'on a fait un immense progrès. Et je pense que la France, qui a beaucoup insulter les entreprises, malmener les entreprises, les 35 heures, enfin tout ce qu'on a connu depuis 40 ans, les patrons rasaient les murs, vous êtes des salopards, la lutte des classes larvées, tout ça, j'espère que c'est derrière nous et je le vois depuis 10 ans, ça s'est beaucoup amélioré sur ce sujet-là. Il ne faut surtout pas qu'on retombe. Alors la réhabilitation de l'entreprise et de l'entrepreneur, c'est aussi un peu beaucoup grâce à vous, Hervé Novelli. Moi, il y a une étude très intéressante qui est parue, je ne sais pas si vous l'avez vue cette semaine, une étude de France Stratégie, qui a été publiée cette semaine justement sur la création d'entreprises, qui est passionnante et qui montre la spécificité en fait de la France dans ce dynamisme en fait de la création d'entreprises. Il donne juste un chiffre en fait qui est entre 2015 et 2022, le nombre, ce que j'appelle de jeunes pousses de création d'entreprises a été multiplié par 2 en France contre un multiple de 1,2 seulement en moyenne dans la zone euro. Donc ça montre bien en fait ce dynamisme de la création d'entreprises, même si, et ça c'est normal en fait, il y a aussi beaucoup de défaillances, mais ça c'est la vie normale en fait de la vie d'une entreprise. Est-ce que vous pensez que dans ce tableau que vient de dresser Pierre sur les raisons d'être optimiste, s'il fallait que vous fassiez faire la photographie de la situation française, quels sont les points justement où vous dites, voilà, il y a des raisons d'espérer aujourd'hui ? Bien, eh bien, bonjour à toutes et à tous. D'abord, des raisons d'espérer, on en a une ici depuis 3 jours et je voudrais remercier vraiment très sincèrement Nicolas Bouzou d'avoir eu l'idée, le courage de créer ces journées et ces rencontres. Parce que pendant 3 jours, on fait le point sur tous les problèmes de la France d'une certaine manière.
et on a, sur l'ensemble des sujets, eh bien, des réponses aux questions que nous nous posons et des raisons d'être optimistes. Tant qu'il y aura des rencontres de Saint-Raphaël, eh bien, on pourra au moins avoir une raison d'être optimiste sur l'avenir de notre pays. Je voulais vraiment le faire applaudir, Nicolas, il le mérite, parce que ça n'est pas évident de créer ce type de rencontre un peu unique en France. Alors, je vais d'abord commencer par dire que la France, elle a un certain nombre de handicaps, parce que je souscris totalement à ce que vient de dire Pierre, mais je voudrais rappeler trois choses qui font qu'il faut être attentif. La première chose, c'est l'état de nos finances et l'état de notre endettement. Vous savez que 50% de la dette française, les 3 000 milliards dont on parle, sont possédés par des non-résidents. Et les optimistes vous diraient, regardez, on n'a pas perdu, la note n'a pas été dégradée. Oui, on est sur une stabilité. Attendons la suivante. Elle arrive dans quelques mois. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Parce que nous avons une position qui est plus atypique que les autres. Du fait de cette possession de non-résidents de la moitié de nos dettes. Nous avons les dépenses publiques les plus importantes, j'allais dire du monde. Restons dans l'OCDE. Mais en tout cas, c'est un sujet majeur, parce que ce qui est dépensé publiquement n'est plus dans la poche des investisseurs privés ou de ceux qui veulent entreprendre. Donc ça, c'est un deuxième sujet. Et puis nos déficits budgétaires, année après année, malgré les discours de droite ou de gauche, sont des sujets qui demeurent des sujets vraiment d'inquiétude. Un deuxième sujet d'inquiétude, c'est l'état social et sociétal de notre pays. Je ne vais pas faire la litanie qui a scandé malheureusement les quinquennats d'Emmanuel Macron, des gilets jaunes aux émeutes de banlieue. Cela montre que, j'allais dire, nous sommes sur un volcan. En tout cas, nous sommes dans une situation d'extraordinaire fragilité sociale et sociétale. Un troisième symptôme de fragilité, je l'ai trouvé sur le plan médical. Nous avons le plus grand nombre de Français consommateurs de psychotropes au monde. Au monde. C'est-à-dire que nous avons à peu près un quart des Français qui prennent des calmants, des antidépresseurs, toute cette classe de médicaments qui montrent une certaine fragilité psychique. Pour ne pas dire plus. Donc, ces éléments-là sont des éléments d'inquiétude. Et face à cela, eh bien, que voit-on ? Eh bien, on voit un indicateur que vous avez mentionné, qu'a mentionné Pierre, qui en a même fait la pierre angulaire de son optimisme, c'est l'indicateur de la création d'entreprises. Et c'est très important que nous soyons aujourd'hui dans cette dynamique entrepreneuriale. C'est très important parce que je crois vraiment qu'à l'avenir, l'entrepreneur, je parle de la figure de l'entrepreneur, de celui qui se dit je vais créer mon entreprise, je vais me retrousser les manches, je vais développer un projet, petit projet ou grand projet, complément de revenus ou moyen de créer de la richesse. Cet entrepreneur, il est au cœur de la société française aujourd'hui, il est au cœur de l'avenir français. Nous vivons des révolutions. Nous vivons une révolution numérique qui fait que l'entrepreneur individuel, aujourd'hui, se trouve en phase avec cette nouvelle évolution. Parce que le numérique, c'est finalement la rencontre entre une offre et une demande, symbolisée par un écran et une capacité à faire se rencontrer cette offre et cette demande. Et donc, l'entrepreneur individuel, l'auto-entrepreneur, mais aussi l'entrepreneur indépendant, l'entrepreneur individuel, eh bien, il peut trouver sa place très facilement dans le monde de demain. Et c'est cela qui fonde mon optimisme. Vous savez que depuis la création du statut, pardonnez-moi d'abandonner
ma modestie légendaire, mais on a créé 2,5 millions d'auto-entrepreneurs. 2,5 millions. Alors ça ne veut pas dire qu'ils sont tous actifs. Il y en a 1,3 million, 1,4 million. Il y en a qui arrêtent. Bon. Mais ça veut dire que une fois, il y a 2,5 millions de personnes qui se sont dit « je veux créer ». Je veux créer. Et avant 2009, il y avait 2 millions de travailleurs indépendants, commerçants, artisans, agriculteurs, professions libérales. Si l'on ajoute les 2,5 millions d'auto-entrepreneurs, de micro-entreprises ou d'indépendants, il y a des doubles comptes, comme on dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la population des indépendants, de ceux qui se managent, de ceux qui développent leurs projets, cette population des indépendants, elle a doublé dans notre pays en 10 ans, en un peu plus de 10 ans. Et donc, il faut absolument que nous trouvions les moyens que cette population ait la meilleure capacité à entreprendre, à aller effectuer des missions, y compris dans les entreprises, et puisse le faire dans des conditions sereines, de protection sociale qui soient équitables par rapport aux salariés. Bref, la mission, je crois, des années qui viennent sur cette population qui porte la dynamique. Et il n'y en a pas d'autres. Et il n'y en aura pas d'autres. Ce n'est pas l'État qui va nous dynamiser. C'est bien. Eh bien, cette dynamique, elle va reposer sur la capacité des pouvoirs publics à faire cette place à l'avenir. Et c'est ça le grand défi. Il ne faut pas avoir peur d'adapter le droit du travail, de réformer ce droit pour faire en sorte que chacun ait la chance, chacun ait sa chance de se faire sa place dans la société française. Et à partir de là, je suis résolument optimiste. Si nous faisons cela, eh bien la France a un merveilleux avenir parce que, comme vous l'avez rappelé, comme l'a dit Pierre, c'est une France d'entrepreneurs qui aujourd'hui a décidé de prendre son destin en main, à condition qu'on ne lui complique pas éternellement sa tâche. Et notamment, en fait, quand on va en Seine-Saint-Denis, dans le 93, ou même à Marseille, dans les quartiers nord, il y a beaucoup de jeunes qui créent leur boîte. Pour avoir rencontré Moussa Camara, par exemple, qui est quelqu'un d'incroyable, en fait. Et ce dynamisme-là, en fait, réveille aussi ces quartiers, évidemment. Absolument. Et d'un côté positif. Béatrice, je peux peut-être rajouter un mot sur les Moussa Camara est déterminé, parce que je l'ai aidé à monter son association en 2013-2014, on s'est rencontrés. Il m'a dit, est-ce que vous voulez m'aider, vous, le MEDEF, à transformer des entrepreneurs, des jeunes de quartier en entrepreneurs? J'ai dit, formidable. On a créé des centaines d'entrepreneurs avec des gens des quartiers qui venaient pas très socialisés, défensifs, pas très bien. Et en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, ils avaient tous leurs projets de création d'entreprise, ils avaient le sourire. Sociologiquement, ces expériences sont extraordinaires. On voit des gamins un peu paumés et ils retrouvent le sens de la vie, ils retrouvent une estime d'eux-mêmes et ils ont surtout le sourire et ils veulent défoncer les montagnes pour leurs projets. Je crois que l'entrepreneuriat, y compris, est un moyen extrêmement fort pour aider des minorités à s'intégrer au pays. Alors Charles Sterling, vous êtes aussi une raison d'être optimiste. Quand on vous écoute sur TikTok, encore 2 millions de personnes, on dit les jeunes, ils n'y connaissent rien en économie, les Français sont nuls, mais en fait non, ils vous suivent. Et alors quel message vous leur donnez et quelle photographie vous dressez aussi de cette question-là? Bonjour à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation, Nicolas. En effet, je pense aussi, déjà, premier point, c'est que les gens me suivent sur les réseaux sociaux parce que justement, je pense qu'il y a déjà un gros problème d'éducation financière en France, c'est le premier point. Forcément, ils ne s'y connaissent pas, donc ils s'abonnent à moi, forcément. Je parle un peu de tout, je donne aussi bien des astuces, aussi bien pour gérer ses finances personnelles que pour gérer son budget, sur comment investir. Donc on voit que c'est des thématiques qui, en France, malgré tout ce qu'on peut dire au propos de la France, qui est anticapitaliste ou qui n'aime pas l'argent, il y a des gens aujourd'hui qui se réveillent parce qu'ils se sont rendus compte, surtout les jeunes, principalement parce que la plupart de ma communauté sont quand même entre 18 et 35 ans, se rendent compte par exemple, est-ce que nous aurons une retraite dans 40 ans? La réponse est probablement non. Donc c'est pour ça que j'explique aux gens, commencez à investir aujourd'hui, parce que sur 40 ans, vous allez pouvoir préparer tout cela, parce que
Je suis quand même très optimiste à propos de l'avenir de la France, mais sur l'avenir des retraites, je ne sais pas ce qu'en pense Hervé Novelli ou Pierre Gattaz. J'ai quand même quelques doutes sur la pérennité du modèle. Mais en effet, en fait, ce qu'a aussi dit Hervé Novelli est très important, c'est que la révolution digitale aujourd'hui permet aussi à beaucoup de gens en effet de se sortir de leur quotidien. Et je vais vous donner en fait des exemples très simples à quel point en fait, lorsqu'on pense par exemple à TikTok ou aux réseaux sociaux, on va penser à des gens qui dansent sur Internet. Alors oui, c'est vrai, il y a des gens qui font pas forcément du contenu très utile parce qu'on sait que par exemple, pendant des années, la personne la plus suivie sur TikTok avait plus de 150 millions d'abonnés, c'était une fille de 15 ans ou de 16 ans qui dansait. Sauf qu'aujourd'hui, ça a considérable changé. Vous ne dansez pas. Je ne danse pas encore. Il faut avoir quand même confiance en soi pour danser quand même en bikini. Mais du moins aujourd'hui, il faut quand même se dire qu'il y a des gens qui essayent vraiment de faire avancer les choses. Il y a par exemple des médias digitaux qui s'opposent un peu par exemple à TF1 ou ce genre de chaîne, qui donnent la parole à tout le monde. Je pense aussi bien au Crayon qui est par exemple sponsor de l'événement aujourd'hui, et par exemple avec Hugo Décrypte qui a interviewé récemment Emmanuel Macron. Donc on voit aujourd'hui la puissance des canaux digitaux et aussi en fait de tout ce qui est l'argent qu'il y a sur les réseaux sociaux. Là vous dites peut-être les personnes qui font des vidéos sur Internet, c'est des gens qui sont dans leur chambre, qui savent pas quoi faire de leur vie. Alors peut-être pour certains c'est sûrement vrai, mais en fait quand on sait qu'aujourd'hui les réseaux sociaux, c'est les plateformes c'est les sites les plus utilisés au monde, il y a des millions et des milliards d'euros à prendre tous les jours. C'est ça qu'aujourd'hui de nombreuses personnes, alors c'est assez difficile à comprendre lorsqu'on n'a pas forcément vécu cette révolution, mais il y a de l'argent qui nous permet ensuite de vivre et de créer des projets. Beaucoup de gens utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux pour ensuite être un tremplin vers de nouvelles carrières. Il y a eu par exemple une personne en France qui a créé une app qui s'appelle Delivered, qui va accompagner notamment les jeunes étudiants qui n'ont pas d'argent à proposer des repas gratuitement, ce genre de choses, et qui s'est fait connaître en promouvant cela via les réseaux sociaux, qui est gratuit, et donc en ayant une caisse de résonance pour vous donner la puissance, je pense, d'Internet aujourd'hui. Je donne un exemple très simple. Je parle beaucoup de TikTok, mais il y avait une application, il y a 3 ans, qui s'appelle Snapchat, qui permet aussi de partager des photos et des vidéos sur Internet, et qui, tous les jours, pendant 1 an, a distribué $1 million à des gens qui envoyaient des vidéos. Et en fait, donc, il y a eu en tout $250 millions distribués en 2021. Il y a 12 000 personnes qui en ont touché. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment de l'argent gratuit à prendre. Et en fait, les gens ne s'en rendent pas compte, mais aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, peuvent littéralement changer des vies. Et donc, c'est ça qui est vraiment très important, à quel point la révolution digitale, lorsque vous la maîtrisez, que vous la prenez en main, ça peut créer des carrières. Et en fait, beaucoup de gens en fait, deviennent aujourd'hui des entrepreneurs, puisque du jour au lendemain, en fait, vous êtes mis en avant, mis en lumière, suivi par des millions de personnes, et au point que des entreprises en fait, viennent vous voir pour essayer de comprendre comment s'adresser en fait, aux plus jeunes aujourd'hui. Parce que je pense que un des problèmes aujourd'hui, notamment de la politique par exemple, c'est qu'on ne s'adresse pas forcément aux plus jeunes. Évidemment, ce ne sont pas forcément des communautés qui vont facilement voter, donc elles sont un peu exclues. Ce sont aussi des gens peut-être qui ne sont pas forcément assez formés à cela, et donc elles ne sont pas prises en compte. Mais aujourd'hui, par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Une fille qui s'appelle Sabrina Bassoun, qui est une Anglaise de 23 ans, qui au mois de juillet était une personne, disons, inconnue sur TikTok, qui faisait par exemple 100 000 vues par vidéo. Et en fait, il y a une vidéo qui l'a fait exploser au mois de juillet et en août. Elle a fait 4 millions de personnes, elle se filmait dans le métro. Une vidéo, elle a commencé à faire 5, 10, 25, 28 millions de vues en tout. Au mois de juillet et août. Au mois de septembre, elle est devenue égérie de MAC, la marque de cosmétiques aux États-Unis. Au mois d'octobre, elle était égérie de Hugo Boss à la Fashion Week de Milan. C'est-à-dire qu'en quelques mois, on devient vraiment des entrepreneurs. On nous a propulsés sur le devant de la scène, et on voit qu'aujourd'hui c'est une révolution d'être présent sur le digital. Alors évidemment, là je vous parle d'un point de vue surtout de gens qui créent de contenu sur Internet, mais combien de personnes aujourd'hui créent des entreprises digitales? Et ce que disait Hervé Novelli, je suis par exemple moi-même maintenant j'ai une entreprise, mais avant j'étais moi-même auto-entrepreneur, et ça a commencé en allant sur le digital, parce qu'on voit aujourd'hui que c'est très compliqué, par exemple, de gérer, je pense, des business physiques. Peut-être Pierre Gattaz, qui est dans le vin, pourrait nous expliquer à quel point c'est compliqué de gérer toute la supply chain liée à cela. Alors que sur Internet, aujourd'hui, vous avez juste besoin d'un téléphone. Vous pouvez aussi bien faire des services, faire des vidéos, faire du coaching ou autre. Et ça peut vous créer en fait une vie à partir de rien du tout. Mais je mets quand même un petit bémol là-dessus. C'est qu'il ne faut évidemment pas arrêter ces études là-dessus. Si vous avez des enfants, des petits-enfants qui se posent la question, je pense que quand même avoir des diplômes, c'est quand même toujours utile. Je sors moi-même d'école de commerce avec des masters en finance, j'ai travaillé en banque d'investissement. C'est quand même très utile quand même d'avoir un background, parce qu'on ne sait jamais, puisque des gens qui étaient connus à 10-15 ans sont aujourd'hui plus personne. On va vous dire qu'il y a des écoles d'influenceurs maintenant. Ah, ça existe, mais alors ça, je ne conseille absolument pas aux gens de mettre de l'argent là-dedans. C'est sûrement une arnaque, probablement. Aujourd'hui, il suffit, je pense, ça requiert simplement d'avoir du bon sens, d'avoir de la détermination. Finalement, tel un entrepreneur, en fait, si vous travaillez tous les jours énormément, je pense que c'est ça qui fait la clé de la réussite, mais aussi bien sur le digital que dans la vraie vie en fait en général. C'est si vous travaillez dur, normalement vous allez réussir.
Alors, dans les motifs d'espérer pour la France, il y en a un qui est l'emploi. Vous l'avez bien redit au début. Moi, j'ai été frappée. Le mot chômage a finalement disparu quand il y a des manifestations. Avant, c'était l'emploi, la lutte contre le chômage, etc. On n'en parle plus. On parle salaire, conditions de travail, etc. Mais on ne parle plus du chômage. C'est vrai qu'on est passé en quelques années de près de 10,5% à... Là, ça remonte un petit peu, effectivement, un peu plus de 7%, avec un objectif à la fin du quinquennat. On verra s'il est atteignable ou pas, compte tenu de la conjoncture économique, mais qui est de revenir au plein emploi, environ un taux de chômage de 5%. Partout, ça a été dit aussi hier, il y a des pénuries de jobs partout en France, dans quasiment tous les secteurs. Est-ce que ça, c'est une raison aussi d'être optimiste? Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce fameux plein emploi? Alors oui, donc moi l'emploi ça a été mon combat absolu au MEDEF pendant 5 ans. Donc on a créé ce fameux million d'emplois promis au bout de 5 ans parce que des réformes ont été faites. J'ai écrit un livre il y a 2-3 ans qui s'appelait Le cœur et le courage pour expliquer qu'on pouvait aller au plein emploi. Et le plein emploi, ça me paraît extrêmement important pour un pays comme la France. C'est 5%. 4 à 5% de chômage seulement. Nous sommes à 7,5. Je crois que c'est extrêmement important de continuer ça parce que le plein emploi, vous savez, un chômeur, mis à part la détresse du chômage et du chômeur, c'est 40 000 euros par an pour la collectivité. Le même chômeur qui travaille va ramener 10, 15, 20 000 euros en coûts, en charges, etc. Donc déjà, sur le plan économique, purement de la France, c'est extrêmement important de baisser le chômage. C'est un coût économique très important. Deuxièmement, c'est de la dignité humaine. Troisièmement, j'ai été 7 fois en Afrique avec le MEDEF pour emmener des TPE, des PME, des écoles dans les pays africains. On était accueillis comme des héros, comme des rois. Et pourquoi? Les dignitaires et les ministres africains me disaient, vous savez, M. Gattaz, l'emploi pour nous, c'est la sécurité de base. Et c'est votre sécurité, vous, Européens. Parce que sinon, c'est Daesh, c'est le terrorisme, c'est la pauvreté, etc. Il faut qu'on crée de l'emploi. Et c'est la clé du succès de tous les pays. Deng Xiaoping, 1978, en Chine, après 50 millions de morts de Mao Tse-tung, il a fait une révolution culturelle à l'envers, libérale, on va dire. Il a inventé l'économie socialiste de marché. Il a créé 600 millions d'emplois. Avec 600 millions, c'est la moitié de sa population chinoise qui vit quasiment au niveau européen. Donc c'est l'emploi derrière l'emploi, c'est l'entreprise, c'est tout ce qu'on a dit. L'entreprise, il faut faire un environnement business friendly. L'entreprise n'est pas à gauche, n'est pas à droite. Le patron n'est ni à gauche ni à droite. Ça a été la grande difficulté française pendant 30 ans, les 30 piteuses, où on nous a mis la lutte des classes là-dessus, par-dessus, etc. Culturellement, c'était insupportable. Et qui fait qu'au bout de 30 ans, les Allemands, ils ont 12 000 ETI, entreprises de taille intermédiaire familiale. C'est le Mittelstand, c'est la force de l'Allemagne. Nous, on est descendu à 5 000. Bon, donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réindustrialiser le pays. Ça prendra peut-être une génération. C'est en cours, ça me rend optimiste. Parce qu'à gauche et à droite, ils ont l'air d'avoir compris. Il y a une prise de conscience, en fait, de l'erreur magistrale. Ça prendra du temps, en plus de tout ce qui se passe sur les réseaux. Deuxièmement, il faut décentraliser. On n'en a pas parlé. Mais si vous voulez, quand vous avez 7 niveaux d'administration, je reviens sur le problème des dépenses publiques, des déficits, des dettes, qu'a souligné Hervé. Il a parfaitement raison. C'est le point numéro 1 du problème français. On se trimballe des dépenses publiques à 57% du PIB. Les Allemands sont à 45, 12 points de moins. Les Suisses, qui est un modèle formidable, 35%. Alors on me dit, oui, mais la Suisse, c'est tout petit. Non, c'est pas tout petit, c'est la taille d'une région. Faisons les 13 régions françaises aussi performantes que la Suisse. Il faut arrêter de dire qu'ils sont tout petits. Ils ne sont pas tout petits, ils ont 12 ou 13 millions de personnes. Ou non, un petit peu moins, 7 ou 8. Mais on peut en faire 13 et ça fait la France. Ils ont 3 niveaux, les Suisses. Les Allemands aussi. Nous, on en a 7. La commune, l'agglomération de communes, vous connaissez tout ça, c'est insupportable. Et on a rajouté 700 000 fonctionnaires dans les territoires sur les 15 dernières années, à partir de Chirac, Sarkozy, Hollande. 700 000 fonctionnaires dans les territoires, on ne les a pas. Donc on superpose. Donc ça, c'est un problème énorme. Alors j'ai des solutions que je décris dans mon bouquin Enthousiasmez-vous. Je dis pour descendre cette dépense publique, il y a plein d'idées, il faut privatiser des pans, etc. Mais il faut faire du management moderne, de la RH moderne, dans la dépense publique, dans la fonction publique, à l'hôpital.
Nous, dans les boîtes, pour survivre, j'ai 3500 personnes à Radial et j'en ai un certain nombre d'autres petites startups, on fait de la qualité totale du management. On demande tous les jours comment ça va. Donne-moi des idées, quels problèmes tu as des solutions. Aux ouvriers, aux ingénieurs, ils sont tous en motivation bottom-up. C'est du management. J'ai parlé de ça à François Hollande, j'ai parlé de ça à Michel Sapin, j'ai parlé de ça à Marisol Touraine, qui m'aurait de regarder avec des yeux énormes. Mais j'aurais dit, mais si, faites ça dans les hôpitaux. Vous avez une structure dans les hôpitaux qui est de 35% des gestionnaires, des auditeurs, des comptables, des CRA qui n'ont aucune valeur ajoutée. Donc il faut baisser la structure de la France, de l'entreprise France. Quand je dis ça à Sciences Po ou à ENAR, que je me fais fusiller, la France n'est pas une entreprise. Oui, mais les gars, elle doit être gérée comme une entreprise. Nous, notre structure, on la polie, etc. On remet les vendeurs, les producteurs, les ingénieurs vers le client. Donc, voilà quelques idées. Est-ce que dans ce logiciel aussi à changer, il y a quelque chose qui est très, très, très français là-dedans, il ne faut pas stigmatiser l'échec. L'échec, en fait, fait partie de l'optimisme d'une certaine façon. En fait. Mais vous savez, l'innovation, et en fait c'est là où l'entreprise est fondamentale, et l'entreprise France doit continuer de se réformer sur ces dépenses publiques qui baissent, sur la simplification dont j'ai parlé, parce qu'on crève de normes. Ça, c'est un deuxième sujet dont je parle dans la France. On crève de 80 codes, de 400 000 normes, ça continue. Donc il faut avoir le courage et le génie de simplifier. Et troisième chose, il faut valoriser l'échec. L'échec, en effet, ça fait partie de l'entrepreneuriat. On peut se planter en créant des réseaux sociaux, on peut se planter à Radial, on peut se planter. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave, à part si vous vous ruinez pendant 5 générations. Mais l'échec fait partie de l'innovation. Il faut avoir le droit à l'erreur, le droit à l'échec, si ça vous ruine pas. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions sur l'optimisme? Monsieur avec le pull vert. Merci. Oui, ça marche. Alors, je fais partie de ceux que M. Yvon Gattaz a appelés les hommes en gris. Très bien. Et j'ai travaillé dans plusieurs pays européens, entre autres la Norvège, la Belgique, l'Allemagne et l'Italie. Et j'ai été, il y a un certain nombre d'années, prié de raisonner européen. Nous sommes donc appliqués à raisonner européen. Et récemment, je constate qu'il y a des grosses marches en arrière. Et plus spécialement dans la publicité. Acheter français, on y revient, alors qu'on nous avait appris à dire acheter européen. Alors voilà ma question, plutôt à M. Gattaz. Peut-on être optimiste pour l'avenir de l'Europe et quelle va être maintenant la place de la France dans cette Europe? Merci. Alors vous avez 2 minutes. Oui, très rapidement. J'étais patron du patronat européen pendant 4 ans. Et à la fois, le côté positif, c'est qu'il faut qu'on ait une Europe forte face à des géants que sont la Chine, l'Inde, les États-Unis. Deuxièmement, ce qui est horrible, c'est la super complexité qu'on a de l'Europe. Et à 27, je vois bien, on est toujours en train de chercher des consensus à 27 pays ou 27 patronats. C'est très long, c'est très dur et c'est insupportable. Et en plus, ils sont en train de complexifier à mort les normes, notamment environnementales. Donc l'Europe aujourd'hui, si vous voulez, depuis 4-5 ans, ils sont très consuméristes et très environnementaux. Bon, et il faut revenir sur une Europe du travail, de l'emploi, de l'entreprise, de la compétitivité. Ça, c'est fondamental. C'est ce qu'on a fait en France depuis une dizaine d'années, et tant mieux et bravo. Donc je dirais sur l'Europe, il faut sans doute revenir à une Europe beaucoup plus simple, et sans doute à une Europe, comme le disaient certains intervenants hier, avec des cercles concentriques, où on revient sur les 6 ou 7 pays créateurs, on décide ensemble, et ensuite il y a des cercles, je dirais, pour arriver à 27. L'élargissement de l'Europe, comme le disait Luc Ferry hier, moi j'y crois pas du tout à ce stade. Ça devient dingue. On ne sait déjà pas bien gérer l'Europe aujourd'hui. Il faut revenir à quelque chose d'extrêmement simple. Et je reviens sur cette simplification. Vous savez, le génie absolu, c'est Steve Jobs avec son smartphone, qui est un monument de complexité cachée, le smartphone, qu'un gamin de 3 ans ou de 5 ans peut utiliser. Et je pense que là, il faut vraiment que ce système français de structure française qui nous complexifie, et l'Europe qui est en train de remettre une couche, m'inquiète beaucoup. Donc je crois que le patronat européen et l'entrepreneuriat européen doit continuer d'être très vocal, de s'exprimer, parce que c'est nous qui créons finalement la richesse, l'emploi, la compétitivité et l'innovation. Donc je crois qu'il faut que le patronat reprenne le pouvoir aussi en Europe. Vous aviez quelque chose, Hervé Novelli, sur l'Europe. Oui, je voudrais m'adresser aux jeunes, en fait. Les jeunes ont une relation nouvelle au travail. C'est incontestable, toutes les enquêtes le montrent, ils veulent
avoir du temps quand ils n'ont pas forcément envie de travailler. Ils veulent une vie professionnelle, mais à côté, une vie familiale, une vie équilibrée. Et ils sont la chance, parce qu'ils désacralisent nos normes du travail héritées du 19e, du 20e. Et donc, ils vont apporter une fluidité dans l'acte de travailler, l'activité, qui est très importante parce qu'elle est, elle aussi, adaptée au numérique. Parce que le numérique, il permet ces coupures, il permet de travailler quand on le veut, quand on le peut, quand on le souhaite. Et je pense que cette évolution des jeunes dans cette relation différente au travail que nous avions, elle est aussi une opportunité pour l'avenir. Donc moi, je compte beaucoup, et toutes les enquêtes le démontrent, je compte beaucoup sur cette nouvelle vision du travail qui devrait apporter une nouvelle dynamique à celui-ci, et c'est aussi une raison d'espérer. Entrepreneuriat et jeunes, ça va bien ensemble. Une autre question. Madame. Le micro arrive, comme ça on vous entendra bien. Oui, tous ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, en fait, il faudrait que, pour les aider, que nous, en tant que clients, on les aide aussi, on leur donne la priorité, qu'on les fasse travailler, quoi, en fait. Moi, je crois qu'ils sont très productifs, très imaginatifs, très innovants. Du reste, regardez tout ce qu'on appelle les start-up, qui ne sont que des créations d'entreprises. C'est aussi l'apanage des jeunes. Parfois, certains peuvent le regretter. Pierre, tu as créé une start-up à ton âge? Non. Oui, merveilleux. Eh bien, en fait, je pense que ces jeunes sont parfaitement en phase avec la société qui vient. Et donc, les aider, c'est surtout faire en sorte que dans les marchés qu'ils découvrent et auxquels ils s'adressent, on puisse les écouter. Ils ont des bonnes idées. Et très logiquement, on doit leur donner la préférence parce qu'ils ont les meilleures idées ou la capacité à aller plus vite que d'autres. Au lieu de prendre, si nous avons des travaux à faire, par exemple, au lieu de prendre peut-être de grandes entreprises, favoriser la jeunesse. Oui, vous avez raison, mais vous savez, dans les auto-entrepreneurs, il y a beaucoup de jeunes. Hein. Donc, et ils font beaucoup de travaux à domicile, donc c'est très naturel. Charles, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, sur les jeunes, en fait, la question, et c'est surtout la question un peu, je pense, de la confiance. Lorsqu'on est jeune, peut-être des gens se posent la question, est-ce qu'on peut embaucher quelqu'un qui a peut-être 20 ou 25 ans pour réaliser un travail qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience? C'est souvent le cas, on parlait justement des startups. Parfois, quand on a 20, 25 ans, même 30 ans, on se pose la question, est-ce qu'on va financer quelqu'un qui est aussi jeune, qui n'a pas d'expérience, qui souhaite disrupter le marché, qui souhaite devenir le Uber d'une nouvelle industrie? C'est un peu, je pense, aussi ça le problème. Pour revenir un peu à la question du travail aussi, je suis tout à fait d'accord avec Hervé Novelli, je pense que les jeunes aujourd'hui ont une relation différente au travail, un nouveau paradigme, mais je pense aussi surtout parce qu'ils se sont rendus compte que même si vous travaillez 80 heures par semaine pour une entreprise, en fait, le salaire ne suit pas forcément. Vous n'avez pas forcément les mêmes opportunités qu'il y a 30 ou 40 ans, parce que les prix ont totalement décorrélé du marché, notamment de l'immobilier. Les gens se rendent compte que vous avez peut-être moins envie de vous donner entièrement tout votre corps à l'entreprise, qui ne vous rend pas forcément bien. D'où peut-être aussi, je pense, les auto-entreprises ou les gens qui se lancent, ce qui est mon cas par exemple, puisque je me rendais compte que c'est pour travailler toute la semaine pour une entreprise de 8h à 20h, mais pour être payé pas au rendement que l'on donne, ça ne vaut pas forcément le coup. Donc je pense qu'il y a aussi là-dedans. Et je pense aussi les jeunes aujourd'hui s'attendent à une croissance peut-être aussi un petit peu plus juste et plus verte. Donc ils souhaitent aussi apporter leur pierre à l'édifice pour vers la transition écologique. D'où je pense que ces nouvelles startups, forcément aujourd'hui, elles ne sont pas encore assez développées, mais elles se vraiment mettre de l'énergie là-dedans pour essayer de favoriser cette transition qui va être plus respectueuse de la planète ou plus éthique ou plus respectueuse, en fait, je pense, des différences classe sociale. Donc forcément, ça va être très long à mettre en place. Mais en effet, je pense que les jeunes aujourd'hui en ont conscience. Ils sont aussi, il n'y a pas que les jeunes, ne soyons pas totalement utopistes. Hein. Il y a dans toutes les classes d'âge qui veulent faire ceci. Mais je pense que c'est aussi le dynamisme peut-être des jeunes qui ont peut-être plus, quand on a 20 ans, on a peut-être plus envie
de faire 80 ou 100 heures par semaine pour porter un projet. On a moins le temps avec les années forcément. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes ont envie de faire changer les choses. Et j'ai l'impression vraiment qu'aujourd'hui, l'environnement est un petit peu plus à même à les aider et à réussir dans le monde d'aujourd'hui. Comme l'a dit justement Pierre Gattaz et Hervé Novelli, c'est qu'aujourd'hui, le statut d'entrepreneur est vraiment valorisé. On le voit par exemple sur LinkedIn, qui est le réseau social pour les professionnels. Aujourd'hui, c'est vraiment tendance d'être un solopreneur, d'avoir une entreprise et tout, de mettre ça en avant, de partager son quotidien. Donc je pense qu'aujourd'hui, je pense que la France, totalement d'extrême gauche, a disparu sur ce thème-là. On commence à valoriser les entrepreneurs. On voit toute la valeur ajoutée. C'est les entrepreneurs et les entreprises qui portent l'État via tous les impôts qu'on paye en continu. Donc je pense que c'est vraiment bien de les mettre au cœur de l'État. Comme disait Pierre Gattaz, en effet, elles sont essentielles pour le développement et la croissance de la France. Une autre question, monsieur. Merci. À propos de l'optimiste en matière d'emploi, ne va-t-on pas plutôt vers une société du non-travail quand on apprend hier, par exemple, qu'avec l'intelligence artificielle, 300 millions d'emplois seraient sacrifiés, et comment les remplacer et dans quelle optique professionnelle les jeunes, notamment, doivent-ils maintenant s'orienter ? Je vais prendre juste la réponse rapidement et mes amis compléteront. Moi, je pense que c'est des outils de productivité extraordinaires et je ne vois pas de grosses destructions d'emplois. Je suis désolé, je suis très optimiste encore et très enthousiaste. Il y a eu la révolution industrielle qui a créé de l'emploi, les deux révolutions sur le... Ludiste. Et il y a le digital a recréé de l'emploi, il en a détruit un petit peu, mais il a permis à des gens qui faisaient des tâches répétitives, très pénibles, à faire autre chose, à réfléchir, à faire du service. Et moi, je crois que ces outils-là, contrairement à ce que dit Luc, peut-être Ferry et peut-être dira Laurent Alexandre tout à l'heure, moi, je crois que ça va permettre d'être beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort, et de nous faire gagner du temps pour faire autre chose. Alors, faire autre chose, c'est du service, c'est de l'émotion, c'est de la créativité, c'est des choses que je ne vois pas dans l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'être servi par des robots toute la journée, mais surtout pas. Je veux du contact humain, et je pense que même plus on fera du digital, et plus il faudra du contact humain. Et plus on en aura besoin, y compris dans nos entreprises. Vous voyez, le management, par exemple, ça ne s'apprend pas. Je ne sais pas si un robot pourra un jour faire du management. Vous avez de très bons managers qui arrivent à embarquer leurs équipes, à faire des entreprises extraordinaires. Vous avez des très mauvais managers qui sont des experts. Ceux-là, il ne faut surtout pas leur confier d'hommes et de femmes. Bien, je crois que c'est ça la différence. Et je crois qu'il y aura aussi des métiers d'apprentissage. Heureusement, la France a continué à développer l'apprentissage depuis une dizaine d'années. On est passé de 200 000 à 800 000 apprentis. Ça fait partie des raisons d'être espéré. Bien, je ne sais pas si on va pouvoir remplacer des couvreurs, des plombiers, des bouchers, des poissonniers, des décolleteurs, des régleurs par de l'intelligence artificielle. Par contre, elle aidera à ce que ces métiers-là, on soit beaucoup plus efficaces, beaucoup plus performants, et ce sera à mon avis des outils de développement. Donc je ne crois pas que ça va détruire fondamentalement des emplois, mais c'est mon opinion personnelle. Vous aviez un point à rajouter sur cette question-là? Oui. La grande menace du remplacement de l'homme par la machine. En effet, je pense être moins optimiste que Pierre Gattaz sur le sujet, parce que je pense que c'est assez cantonné à l'intelligence artificielle. Donc on va penser à ChatGPT ou peut-être aux assistants virtuels. Mais en fait, je pense plus loin, en fait, à tout ce qui est robot. Et en effet, je pense par exemple que les chauffeurs de taxi, à terme, ne disparaîtront totalement. On voit que des entreprises comme Uber ou tous les services, ce genre de services, en fait, souhaitent créer des voitures autonomes comme Tesla, où à terme, on aura tout simplement plus de voitures potentiellement. Il y aura des flottes de voitures autonomes qui viendront vous chercher, vous déposer, ce genre de choses. Et donc ces métiers-là, en fait, peut-être à moins forte valeur ajoutée, disparaîtront. En effet, je pense que ça va beaucoup aider peut-être les intellectuels ou du moins les personnes les plus qualifiées à améliorer leur productivité, donc à travailler plus, à être plus performants. Et je pense en effet qu'en bas de l'échelle, ces métiers vont, c'est évident qu'ils vont disparaître. Ça dépend desquels, je veux dire. En effet. Tous les services à la personne. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer tout simplement, comme on le voit dans beaucoup de films, des robots tout simplement qui ont la forme d'un humain, qui vous servent au quotidien, qui soient un assistant à votre maison. En fait, vous vous en rendriez peut-être même pas compte que c'est un robot qui vous sert. Aujourd'hui, lorsque vous discutez dans des chatbots sur Internet, c'est des robots qui vous répondent et parfois ils sont aussi performants que des êtres humains. Donc en fait, si on pense vraiment sur 50 ou 60 ans, pour moi, la plupart des jobs vont disparaître parce qu'ils seront remplacés par des intelligences artificielles qui sont bien meilleures. En fait, aujourd'hui, on pourra traduire en direct dans différentes langues, donc ce genre de choses sera très important. Ceci dit, en effet, je pense que dans les très hautes sphères, ça va être très compliqué. Ceci dit, petit point pour Pierre Gattaz, en Chine, il y a actuellement des PDG qui sont des intelligences artificielles
et qui arrivent visiblement à bien gérer leurs entreprises. Donc c'est peut-être un bon signe sur Alors en l'avenir. Chine, il y avait des serveurs robots aussi, ils sont venus dessus, ils ont fermé les restaurants. Je pense aussi que les gens ont peut-être un peu peur. Par exemple, il y a un point qui est très important, c'est actuellement dans les avions, on pourrait ne pas avoir de pilote, une intelligence artificielle qui ferait tout ça à distance, et on ne le fait pas parce que les gens auraient peur d'être guidés par quelqu'un qui est peut-être à 3 ou 5 000 km, ce que je peux comprendre, ou en termes de piratage potentiellement informatique. Mais honnêtement, on sait quand même que l'humain a des défauts, la machine peut-être un peu moins, donc forcément à terme, on risque d'être un peu remplacé. Et de nombreuses économistes se posent la question, est-ce qu'il n'y aurait pas forcément à terme un revenu universel, tout simplement parce que les gens n'auraient plus de travail, en fait, ils auraient plus grand-chose à faire, donc on les paierait à rester chez eux ou à vivre dans le métaverse, comme on appelle, donc là c'est sur d'autres considérations, mais à vivre dans Internet, et c'est... Ça donnera beaucoup de travail aux psychiatres. En effet, c'est utopiste, mais on peut se poser des questions sur le remplacement. Merci à tous les trois. Je pense que c'est une excellente transition pour la table ronde qui va commencer dans quelques minutes. Merci beaucoup.